se retrouve une fois de plus dans le cadre de votre émission de Crypteco. Mesdames et messieurs, bienvenue donc dans cette émission. 3 sujets sera au cœur justement de cette émission. On va parler de la position de la France en rapport avec ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. On va évoquer également le départ de la MONUSCO du sol congolais, et puis on va chuter d'ailleurs l'actualité l'exige à quelques jours de la fin de la campagne électorale. On va également décrypter autour de quelques programmes aujourd'hui dans cette émission, mesdames et messieurs, et pour cela nous avons pour vous 2 invités. Il s'agit bel et bien de Dieudelevé Kapepula qui est politologue, mais également David Bwango qui est juriste. Je commence par Dieudelevé Kapepula. Ah, je vais m'habituer. Dieudelevé, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, de l'autre côté, il sera face à David Bwango, à qui je dis également bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, pas des figures, pas Tony aujourd'hui, pas Égide aujourd'hui. Nous avons plutôt 2 invités de l'extérieur. Avec eux, on va décrypter autour de 3 sujets dont je venais d'énumérer tout de suite, mesdames et messieurs. On va prendre la position de la France, c'est-à-dire que la France appelle le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC et à mettre fin à son soutien au M23. Nicolas de Rivière, le représentant permanent de la France aux Nations Unies, qu'il a dit lors de sa déclaration prononcée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, on va parler, est-ce que cette demande, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui la France doit s'ériger en donneur des leçons? Avec eux, on va décrypter. Je vais commencer avec Dieudelevé Kapepula. Dieudelevé Kapepula, vous avez sans doute suivi cette déclaration de la France. Vous d'abord, en tant que Congolais, en tant que politologue, si on vous demandait de décrypter justement par rapport à cette position de la France, quelle serait votre position? Merci madame pour la question et pour l'invitation. Je voulais dire que c'est pas seulement la France, la Chine aussi a réagi dans le même sens. Mais il faut placer les problèmes dans les contextes historiques. La France a toujours été le porte-parole de l'Afrique. Dans le Conseil de sécurité, quand on a besoin d'un ville d'Afrique, on demande à la France qui parle au nom de toute l'Afrique. Même si je me pose la question de ce qu'elle a tiré ces pouvoirs-là. Évidemment, c'est toujours bien qu'un pays nous soutienne quand on est agressé. C'est quand on est en difficulté qu'on a besoin des amis. Alors, pourquoi la France parle aujourd'hui? Il faut dire... Elle a quand même mis le temps pour reconnaître quand même que non, c'est... 20 ans que nous sommes agressés, tout le monde sait. Pourquoi la France parle? En fait, il faut prendre les choses dans le contexte global de l'Afrique. Elle a perdu beaucoup de terrain dans le Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La France ne veut pas de l'influence sur le continent africain. Elle a besoin d'avoir des alliés ici. Elle sait que le Rwanda ne pèse pas dans les siquets internationaux. La RDC, par contre, est un grand pays. Si vous l'avez comme soutien, croyez-moi, vous faites de grandes choses. Et c'est comme ça que la France essaye un peu de jouer à l'arbitre. Juste qu'on a parlé de ça avant. Elle a en même temps condamné le Rwanda, aussi pointé du doigt le Congo, parce que semble-t-il, selon elle, la RDC soutient le FDLR. Une histoire qu'on ne peut pas approuver. En fait, la France veut jouer à l'arbitre. Comme je dis dans son rôle de porte-parole, elle ne veut pas détruire ces relations avec la RDC, mais en même temps, elle veut aussi cajoler le Rwanda pour jouer le rôle de l'équilibrisme. Voilà, puisqu'il a eu également à condamner la RDC pour dire qu'il devait cesser toute collaboration avec le FDLR. Exactement. Donc, comme je dis, les problèmes de la France, c'est surtout il faut voir les contextes de l'Afrique. Elle perd des positions. Elle ne veut pas être écartée parce qu'il y a on en parle là, peut-être pas aujourd'hui, tous les coups d'État qui ont eu lieu dans le Sahel, les États-Unis n'étaient pas loin de ça. La France s'est rendue compte qu'elle a été trahie par les États-Unis. Alors elle estime qu'elle doit essayer d'avoir son propre point de vue pour essayer un peu de pousser ses pions. Donc c'est comme ça qu'elle est en train de jouer ses propres intérêts. C'est comme ça qu'elle a condamné le Congo. Mais en même temps, je dis,
bon, ça c'est mon point de vue en tant qu'analyste. Hein. Pour dire ça maintenant, c'est un soutien tacite au pouvoir congolais. C'est un soutien tacite parce que tout le monde a besoin d'un soutien. Or, aujourd'hui, pendant une période électorale, je crois que la France a choisi son camp. Voilà, vous pensez que la France a choisi son camp, David Bouango. Est-ce que vous avez la même impression que Dieu le veut lorsqu'il dit que le Rwanda ne pèse pas à l'international? Mais avant cela, donnez-nous quand même votre position, après avoir écouté la France prendre cette position vis-à-vis de la RDC et du Rwanda. Quelle a été votre réaction? Merci madame pour d'abord l'invitation et à tous les auditeurs qui nous suivent. Réagissant à cette position de la France, personnellement, je dirais que c'est d'abord un non-événement. Voilà. Un non-événement, pourquoi? Parce que alors qu'on l'a cherché depuis tout ce temps, on a voulu que la France se prononce officiellement sur la position du Rwanda dans l'est de la RDC. Évidemment, c'est important. Mais je dis que c'est un non-événement pour autant que la France connaissait les origines de l'agression de la RDC depuis le début. Parce que il n'y a pas longtemps, je venais de lire le livre du Camerounais Charles Onana. Je crois que vous avez eu connaissance, l'Holocauste au Congo. Et en lisant ces livres, j'ai découvert beaucoup de vérités. Donc Jacques Chirac, l'agression du Congo, concoctée par l'administration Clinton, la France était au courant. Il savait. Juste après l'opération turquoise, menée au Rwanda pour sauver, essayer de calmer la situation pendant le génocide rwandais, la France savait que la RDC allait être attaquée. La France savait très bien que la RDC allait être envahie par le Rwanda. Et d'ailleurs, M. Chirac voulait intervenir à la demande du président Mobutu. Je me souviens, parce qu'on suivait l'information à cette époque-là, et il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le sujet. Et c'est le président Clinton qui avait interdit à Chirac d'intervenir et de laisser le Rwanda agir. Donc, les reconnaître aujourd'hui pour autant qu'ils savaient déjà depuis le commencement que le Rwanda agressait la RDC, voilà pourquoi j'ai dit que pour moi c'est un non-événement. C'est un non-événement. Voilà. Lorsque M. Dieulevé dit que le Rwanda ne pèse pas à l'international, avez-vous également cette impression? Bon, derrière le Rwanda, il y a les États-Unis. Parce que le Rwanda ne pouvait rien faire. Le Rwanda n'avait ni moyens matériels, financiers. La guerre de la RDC a été financée, ou l'agression de la RDC, par les États-Unis. Il y a beaucoup de preuves. Essayez de lire M. Charles Onana. Il a documenté, il a fourni des éléments probants qui attestent que l'agression congolaise a été concocté par le régime Clinton depuis les États-Unis, et on a choisi qui va mener cette opération parce qu'on en avait marre de Mobutu et on s'est dit que Kagame c'est le meilleur pion qu'il faut utiliser, et on a utilisé le président Kagame, et Kagame a eu le goût, et au lieu d'arrêter, il a continué avec cette opération. Et il continue d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez dit que c'est un non-événement, mais nous savons également que ces pays-là influencent dans des prises de décisions. La question est plutôt de savoir, lorsque la France dit que après les élections en RDC, elle plaide pour le dialogue et la revitalisation du processus de Luanda et de la Nairobi pour une résolution durable de la crise dans cette partie de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui les dialogues seraient l'une des voies pour la sortie de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo? Bon, au fait, aujourd'hui la France parle du dialogue. Voilà. Et les États-Unis parlent du dialogue parce qu'on a peur. Les États-Unis d'ailleurs a déjà coupé toute collaboration militaire avec le Rwanda. Évidemment, parce qu'on a peur que le peuple congolais a pris conscience que, parce que à travers différents rapports des différentes missions de l'ONU, tout Congolais aujourd'hui, à partir du chef de l'État jusqu'au plus petit Congolais, sait que
cette rébellion n'est pas réellement une rébellion, mais c'est l'armée rwandaise qui est derrière ça. Et tout le monde ne gire que par la guerre. Je ne sais pas s'il y a un Congolais que vous connaissez qui ne gire pas par la guerre. Donc tout Congolais est prêt pour faire la guerre au Rwanda. Tout Congolais est prêt, mais madame, prêt pour faire également la guerre au Rwanda. La communauté congolaise internationale a pris conscience, parce que si jamais le Congo faisait la guerre au Rwanda, logistiquement, est-ce que nous sommes prêts pour faire la guerre justement au Rwanda? Madame, le Congo peut envahir le Rwanda même sans armes. La population seulement traverser au Rwanda. Même sans armes, on peut envahir le Rwanda. Traversé par Gisenyi. À moins que les États-Unis ou la communauté internationale ou toutes les organisations qui financent cette guerre mettent suffisamment de moyens à ces rébellions pour tuer toute la population congolaise qui va se décider un jour de traverser le frontière pour aller au Rwanda. Voilà, Dieu levé, est-ce que vous êtes également de même avis lorsque la France demande à ce qu'il y ait dialogue, est-ce qu'aujourd'hui c'est opportun qu'il y ait dialogue en RDC entre la RDC et le M23 au nom de la paix? Bon, déjà, généralement le terme guerre, on ne le dit pas. Même quand les Américains poussent les Ukrainiens à se faire tuer, ils ne disent pas la guerre. Ils disent défendez votre pays, résistez. On ne parle pas de terme guerre. Donc, dire le dialogue, c'est logique. Nous sommes en diplomatie. Mais pourquoi le terme dialogue est employé? Après la levée de mesures de l'embargo, la RDC se réarme. Toutes ces puissances savent. Et donc, si vous n'essayez pas d'éteindre le feu aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ça va barder. Parce qu'il y a une volonté de vengeance de la part des RDC. Et donc, pour éviter que les Rwandais disparaissent, il faut amener les gens à dialoguer. C'est seulement ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une volonté de paix, non. Il y a une volonté de ne pas permettre à la République du Congo d'aller là-bas. Mais deux choses. La première chose, si la RDC essaie avec son armée d'aller au Rwanda, elle va aller. La RDC est une mastodonte face au Rwanda, un petit pays. Elle va imposer sa loi là-bas comme c'était dans les années 80 avec le maréchal Mobutu. Ce qui est un danger pour ces pays-là, l'Occidentaux essentiellement, parce que la RDC, puissance, ça va permettre à la République du Congo d'avoir des développements. Or, si la RDC échappe aux mains de puissance, c'est compliqué. Il y a déjà la Chine. Peur de perdre, il y a déjà la Chine RDC qui pose problème. Alors, si la RDC part, c'est compliqué. Comme je parlais du Sahel. Donc, il faut tout faire pour éviter à ce que la RDC prenne le chemin du développement. Donc, il faut dialoguer. Les dialogues dans l'esprit de blanc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que toi tu veux, on te donne ça, on te donne ça. Or, cette logique-là, on l'a fait en 2003, 2006, tout ça. Plusieurs dialogues, en tout cas, qui n'a rien donné. Lorsqu'on donne des postes, ils viennent ici, ils vont s'installer ici, et plus tard, ils seront encore sujet de problèmes pour la RDC. Essentiellement, c'est pour ça, les dialogues. Parce que la RDC a pris la position, en fait, la décision de faire la guerre. Le gouvernement a recruté plus de 40 000 jeunes, 40 000 hommes, hommes de troupes, c'est une armée en fait. Avec tous les mouvements que les différents ministres de défense ont fait, d'abord le général Kabanda et puis Jean-Pierre Bemba. Les puissances occidentales savent que la RDC peut gagner la guerre. Est-ce que sommes-nous obligés aujourd'hui d'accepter ce dialogue? On ne dialogue pas en position de faiblesse, ça c'est le principe. Pourquoi l'Ukraine ne dialogue pas maintenant avec la Russie? Vous ne pouvez pas dialoguer avec quelqu'un qui est chez vous. C'est comme ça que les puissances occidentales estiment que bon, aujourd'hui la RDC en position de faiblesse, elle doit dialoguer. Si elle dialogue dans cette position, elle subira toutes les décisions qui seront prises. Mais par contre, si votre armée a déjà fait la guerre, donc vous êtes en position de force, vous allez imposer votre loi. Et c'est à ce moment-là que ça posera problème. Or, chez eux, ils veulent que nous puissions dialoguer maintenant. Nous ne pouvons pas dialoguer maintenant. Parce qu'à côté de chez nous, il y a une armée étrangère. L'Ukraine ne dialogue pas avec la Russie parce que, semble-t-il, elle est agressée. Alors pourquoi nous,
devons dialoguer avec un pays qui a ses militaires ici. Non, on n'a pas invité l'armée rwandaise ici. C'est une agression. Donc nous ne pouvons pas dialoguer maintenant. Les seuls moyens pour nous de dialoguer, puisque la Constitution est là, il y a tout. Il y a un arsenal de lois qui donne la possibilité à tout Congolais d'être dans les institutions. Donc si quelqu'un veut devenir militaire, il y a la loi qui existe. On ne peut pas dialoguer. Dialoguer avec qui? Si nous dialoguons avec un mouvement aujourd'hui, demain nous allons encore dialoguer avec un autre. Le seul moyen pour nous, c'est de mettre fin. Les Américains le savent. On va mettre fin justement à cette guerre comment? Vous savez, il y a un principe, les Américains fonctionnent comme ça. Mozito a parlé de la construction du mur qui nous séparerait avec le Rwanda. C'est une possibilité, mais moi je pense que la RDC, depuis sa création, nous sommes dans le 1885, elle a vocation d'être une puissance. Le seul moyen pour nous de mettre fin à ce qui se passe à l'Est et ailleurs, c'est de faire de la République démocratique du Congo une puissance militaire. Aucun pays voisin ne peut attaquer les États-Unis. Le Mexique, personne. Juste un mouvement terroriste a essayé d'attaquer l'Israël. L'Israël a réagi. Autour d'Israël, il y a des puissances. Mais aucun pays arabe n'a envoyé des militaires. Parce que l'Israël est une puissance nucléaire. On ne peut pas attaquer une puissance. La Russie bombarde l'Ukraine. Tout le monde sait. On est en train d'envoyer, c'est un peu d'envoyer. Mais personne n'ose déclarer la guerre à la Russie. Personne. Parce que c'est une puissance. Le seul moyen pour nous, c'est d'être une puissance. C'est-à-dire une réorganisation des institutions, une réorganisation de notre armée. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment un pays avec une superficie... Avec l'infiltration qu'il y a dans notre armée, vous pensez que la réorganisation de cette armée serait possible? Ce n'est pas impossible, c'est le travail qui est fait. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on est en train de pousser les gens au dialogue. Parce que dialoguer, ça veut dire quoi? Permettre à tous ces mondes d'intégrer l'armée. Or, il y a un travail qui est fait, le ministre de la Défense l'a fait. Tous les militaires doivent amener leur diplôme. Or, la plupart d'officiers que nous avons, ce sont des gens qui proviennent de ces groupes rebelles. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'on ne veut pas qu'on s'organise. Pour ne pas vous organiser, on vous met de coq en jambe, on vous dit dialoguer. Et c'est comme ça que j'ai dit, comme je dis, le seul moyen pour nous, c'est de faire de la RDC du Congo une puissance militaire capable de dire aux voisins que si vous étiez une bombe, nous vous êtes 50. Ça c'est le principe. Pourquoi on n'attaque pas Israël? Parce qu'Israël a un principe. Vous tirez une bombe. Vous osez, nous répliquons tout de suite. Il fait 50. Ça c'est, vous tuez un Israélien. Un Israélien vaut 150 Palestiniens. Voilà. Ça c'est le principe, ça c'est la loi. Un Israélien vaut 150 Palestiniens. Vous tuez un Israélien, il tue 150. Voilà, on va changer de chapitre cette fois-ci pour parler du départ de la force onusienne de la RDC qui se profile déjà à l'horizon. Celle-ci demande une année de plus à la République démocratique du Congo pour finaliser un plan de désengagement conjoint de la mission. Appelons à ce que la protection de civils reste une priorité. Aujourd'hui, David Bouango, RDC, qui est déjà favorable à cette demande de la MONUSCO, est-ce qu'elle est obligée d'accepter cette demande, sachant que cette armée, en effet, ça montre en tout cas ses limites, hein? Obligée d'accepter la demande de... Est-elle obligée d'accepter cette demande fournie par la MONUSCO? Non, la République démocratique du Congo n'est pas obligée. La MONUSCO a déjà passé plus de 20 ans ici au Congo. Et la guerre continue. La MONUSCO était venue pourquoi? N'est-ce pas pour stabiliser, mettre fin à cette guerre? Mais à chaque fois, le Congo est victime d'agressions de forces extérieures du Congo. Et parfois, on tue la population en présence des agents de la MONUSCO. Ou je ne sais pas s'il faut les appeler le militaire, parce que je n'ai pas l'idée. Essayez un peu de voir la configuration de cette force. Quelle est la grande puissance militaire connue dans le monde qui fait partie de cette MONUSCO? Aucune. Ce sont des commerçants. Partir, ce serait une très bonne solution pour la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui la RDC est prête justement à mettre des militaires dans cette partie de la RDC? C'est-à-dire qu'un grand nombre, la logistique et consort, après le départ de la MONUSCO, n'est-ce pas que ça serait encore un déluge?
Logistique, peut-être non, mais les hommes, oui. Les hommes, oui. Oui. Mais sans logistique, ça serait compliqué. Mais la RDC est en train de restructurer son armée avec la loi la nouvelle loi de reprogrammation militaire. La RDC est en train de bâtir une armée forte. Mon co-débatteur venait de parler du recrutement effectué cette année de 40 000 jeunes qui sont encore en formation. Donc la RDC est en train de former et la RDC est en train de restructurer même les états-majors. Si vous constatez qu'il y a de réaménagement un peu partout au niveau des états-majors de forces armées, donc la RDC est en train de se restructurer. Donc le départ de la MONUSCO va plus faire en sorte que notre armée prenne conscience, les hommes de troupes congolaises prennent conscience de leurs responsabilités. Donc nous sommes même capables de protéger notre population. Oui, on a toujours protégé notre population, on a toujours protégé notre territoire depuis Belle-Lurette. Donc, si la MONUSCO avait réellement fait son travail, cette guerre, on n'allait plus parler de la guerre, on n'allait plus parler de l'agression, on n'allait plus parler du M23 et des autres forces négatives qui se trouvent sur notre territoire. Voilà, Dieu le veut. Lorsque David dit que la MONUSCO n'a plus sa raison d'être sur le sol congolais, vous épousez également ces points de vue? Il a totalement raison, Moi, je voudrais dire, vous savez, il faut voir dans l'ADN même de la MONUSCO, Monique et puis MONUSCO après. Sa mission n'était pas de créer la paix. Parce que l'ONU, quand elle a été créée, je crois que c'est le général de Gaulle l'a même dit, il a traité de machin. L'objectif, ce n'est pas de propager la paix. L'objectif, c'est de faire, en fait, de propager la volonté de ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est l'ONU. Je crois que le maître l'avait expliqué ici. Les Rwandais nous agressent, soutenus par toutes ces puissances, qui sont malheureusement membres du Conseil de sécurité. Alors, demander à ces mêmes conseils de sécurité de nous sécuriser, alors là, c'est... Ma tête est un peu d'exploser là. Il y a un problème. La MONUSCO, avec un budget de plus des milliards de dollars, plus qu'un budget, puis des milliards, ça fait plus de 20 ans, avec plus de 20 000 hommes, incapables de capturer même une mouche. Ça veut dire que sa mission n'était pas la paix. Moi, on a même fait une conférence là, on a dit que la MONUSCO est une force d'occupation. Elle doit être considérée comme une force d'occupation. Parce que, comment comprendre? Dans un pays, dans des zones très reculées, où les rebelles vivent dans des forêts, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont rien. Mais ils font 20 ans, comment ils font? Nous posons la question si la MONUSCO n'est pas complice. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Une mission qui traîne, comme on a vu au Sahel, tout ça, ça déstabilise même le rapport. Parce que finalement, on a l'impression que la MONUSCO n'est plus une mission de paix. C'est devenu comme le PAM, programme alimentaire. Parce qu'une mission de paix, elle est là pour 1 mois, 2 mois, 1 année ou plus, et puis la question est réglée. Vous pensez qu'une année de plus, ça serait détruit également? Ça fait plus de 20 ans. Qui sont là. On peut poser la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans? Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas en 1 année qu'ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait il y a plus de 20 ans. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons, comme les forces de l'EAC sont parties, la MONUSCO aussi doit partir pour laisser à la République démocratique du Congo la possibilité de restaurer la paix. En fait, c'est la seule chose pour nous. N'est-ce pas légitime lorsqu'ils demandent 1 année pour tout laisser? Quand même, ils ont fait 20 ans ici. Nous supposons qu'ils ont eu peut-être également à investir. Ils ont eu peut-être 2 enfants ici. N'est-ce pas légitime qu'on leur laisse quand même ces 1 année pour qu'ils s'y préparent afin de partir et laisser la RDC tout bonnement et calmement? C'est pas très vrai. Les États-Unis étaient en Afghanistan pendant plus de 15 ans. Ils sont partis en 2000. Ils étaient là en 2003. Ils ont fait plus de 15 ans. Ils ont quitté en 2 semaines. Ça veut dire qu'il y a possibilité, une force qui a fait 20 ans, de quitter en 2 mois. En quelques semaines, en quelques mois. C'est pas impossible.
Voilà, on va changer de chapitre. On va prendre cette fois-ci, l'actualité l'exige, plus de polémiques que la présentation de programme entre Katumbi, Tshisekedi, mais Fayoul également. On sent en tout cas qu'il y a encore de tiraillements autour de petites choses, alors que la population quinoise ou la population congolaise, puisqu'il s'agit de Congolais dans son ensemble, attendait en tout cas les programmes, mais également ils attendaient beaucoup plus au président Tshisekedi de rendre compte de ce qu'il a fait pendant son quinquennat. On va prendre David Bouango. La polémique autour du candidat, entre guillemets, de l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, cette polémique avait sa raison d'être, alors que nous sommes à quelques jours seulement de la fin de la campagne? Est-ce qu'il fallait encore soulever cette polémique aujourd'hui? Candidat de l'étranger, il est soutenu par les étrangers, il n'est pas congolais, il n'est pas... Est-ce que cette polémique avait sa raison d'être aujourd'hui? C'est de la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. Oui. C'est de la bonne guerre. Tous les coups sont permis. Entre guillemets, oui. Voilà. Entre guillemets, tous les coups sont permis. Mais c'est une compétition, non? Chacun veut avoir plus de gens derrière lui, plus de sympathie, des sympathisants derrière lui. Donc, il y a deux coups. D'ailleurs, la conduite de cette campagne. Parce que combien sont de candidats qui présentent le programme? Il n'y a personne. Il n'y a que des injures, il n'y a que des attaques personnelles. Donc, il n'y a pas vraiment de candidats devant la population qui disent que non, c'est tel est mon programme, si je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, il n'y en a pas. Si aujourd'hui on vous disait de dire à ceux-là qui nous suivent quel a été le programme présenté par le candidat Tshisekedi, par exemple, vous n'aurez pas de mots à dire. Présenté au niveau de... dans son tournée, voilà. Le tournée qu'il fait. Voilà. Non, il parle pas vraiment de campagne, mais seulement que je suis en train de suivre son programme parce que j'ai eu à y jeter un coup d'œil, le 6 engagements. Okay. Oui, il y a ces hommes qui sont derrière ces programmes en train de le défendre, ça et là. Donc les 6 engagements, j'ai un peu de connaissance, de bris de connaissance. En dehors de lui, j'ai vu Mouzito qui parle plus de son programme. Et il y a aussi le nom Mukwege, plus de programme, mais seulement que le candidat en vedette parle plus de promesses et des attaques personnelles. Ça, c'est vraiment un constat. Je ne suis pas le seul à le faire. Il n'a pas su rendre compte. Je ne sais pas si... Pardon? Il n'a pas su rendre compte parce qu'il a eu à diriger pendant 5 ans. Non, je parle de programme parce que le président Tshisekedi parle par exemple de son projet de la gratuité, de l'enseignement. Il en parle partout où il passe. Et ce qu'il aura à faire après, si les Congolais lui renouvelaient la confiance. Il parle par exemple de ce qu'il venait de lancer dernièrement, la gratuité de la maternité. Il parle du programme de développement des 145 territoires parce que là aussi il y a certaines réalisations visibles, quand bien même que ce n'est pas à 100%, mais néanmoins il y a quelque chose qui a été fait dans ce sens-là. Donc il présente ça dans le cadre de son bilan et aussi il parle, comme je le dis tantôt là, de ces 6 engagements qui regroupe un peu tout son projet de société si jamais le Congolais le votait demain, le 20 décembre. Aujourd'hui, si on vous demandait est-ce que le Congolais doivent encore renouveler cette confiance-là en M. Tshisekedi, serez-vous capable de dire oui? Oui. Voilà, Dieu le veut. Polémique autour de la présentation de programmes entre les candidats phares, parce que les autres, en tout cas, on ne les écoute pas, surtout les femmes. Les femmes, waouh, les femmes, en tout cas, on ne les écoute pas. Apparemment, elles n'ont pas eu trop de moyens pour faire cette campagne. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu du programme? Choisissez 2 candidats et puis parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez retenu de leur programme? D'abord, le programme du chef de l'État se résume dans ce qu'il a dit. Consolider les acquis. Ça veut dire continuer sur ce qu'il a... Ce qu'il a commencé à faire déjà. C'est même le résumé de sa pensée.
parce qu'il estime qu'il a déjà posé de base, qu'il faut simplement essayer de continuer autour de ça. Consolider les acquis. Exactement. Il a posé déjà de base, il a parlé qu'il de devait continuer qu'on sort. Lui également a trouvé quelque chose, hein. Il a continué. Est-ce qu'aujourd'hui les Kinois ou les Congolais sont obligés de lui renouveler cette confiance-là pour justement protéger ces acquis-là? Parce que je crois qu'il est important, je crois, c'est à mon avis, l'RDC a souffert d'un problème sérieux, c'est la justice. Je crois si nous mettons du sérieux là, on va régler beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que pourquoi les gens volent? Parce que personne ne pose la question à personne. Regardez le travail, par exemple, de l'IGF. Tout le monde sait, aujourd'hui, par exemple, qui vole. Un travail de titan. Exactement. C'est mais qui est des fois trahi par la justice. Exactement. C'est là que je suis d'accord avec ce que le président... J'ai vu la construction du palais de la justice. C'est extraordinaire. Donner aux magistrats le moyen de leur travail. On a recruté les nouveaux magistrats. Parce que là, ça permet justement à ce que nous puissions sous tout le monde. Si tout le monde a peur d'être arrêté, eh bien, l'argent qui sera destiné à construire des routes va construire des routes. Les hôpitaux seront construits, les gens seront payés. Et ça, c'est le résumé de la pensée du président de la République. Alors, quant aux polémiques, candidat de l'étranger, il a parlé de bonne guerre, ça, c'est pas très faux. Mais c'est quoi? Il ne parle pas de candidat étranger, candidat de l'étranger. C'est normal, parce qu'en fait, je l'ai dit ici l'autre fois, je l'ai dit tout à l'heure, les Congo, dans sa mission, veut être une puissance. Ces gens, ces Occidentaux savent. Il faut tout faire pour mettre des gens qui peuvent être manipulés à tout moment. C'est pas seulement ici. On a vu ça en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo et Ouattara. On a vu ça au Niger avec, comme Mamadou Youssoufou a fait du président Bazoum. C'est des choses qui fonctionnent. On a vu même au Rwanda en 1994, lorsque le Kagame fait son coup d'État. C'est des choses comme ça. Les étrangers, quand il parle des étrangers, il parle des puissances dominatrices qui essayent de mettre des gens qui, eux, peuvent contrôler. Et ce n'est pas faux. Je suis convaincu, effectivement, que la RDC est dans une situation où soit on passe, on va vers un État puissant, soit on reste un État très faible. Et je crois que nous sommes là. Nous sommes là parce que, comme je dis, il faut la politique mondiale, elle est globalisante. On ne peut pas simplement parler du Congo comme si nous sommes absents du monde. Il y a un changement qui s'opère dans le monde, avec la situation en Ukraine, avec la situation au Moyen-Orient, avec la situation en Afrique. Donc l'Occident veut à tout prix mettre des gens qui essaient de contrôler. Parce que le monde de demain a besoin, par exemple, de matières en RDC. Donc il faut avoir des gens qui vont obéir. La Chine avec le Taïwan. Donc si vous contrôlez, par exemple, le Congo, vous avez la possibilité d'avoir les matières. Donc vous pouvez contester la puissance de la Chine. C'est que beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas. Donc c'est ça l'idée. On ne peut pas voir les élections comme si c'est seulement ça à deux personnes. Non, c'est vraiment l'avenir de l'humanité qui se joue ici. C'est pourquoi vous avez vu l'Union européenne a retiré ses observateurs. Donc en fait, nous sommes dans une guerre. Et la Chine, comme je l'ai dit, par exemple, au Conseil de sécurité, qui a parlé pour le compte de RDC. En fait, nous sommes dans... C'est un changement qui s'opère. Mais beaucoup de gens ne le regardent pas. Ils pensent que ce sont des polémiques entre des individus. Non, c'est vraiment en réalité des puissances qui se battent pour contrôler le Congo. Aujourd'hui, s'il faut voter Tshisekedi, on doit se baser sur quoi? Pour avoir fait quoi? Qu'on doit renouveler encore notre confiance envers le candidat Tshisekedi? Je crois que depuis toujours, la RDC a souffert d'un problème sérieux. Celui de l'homme. Si nous essayons de bâtir l'homme, nous pouvons faire beaucoup de choses. Vous savez, par exemple, la gratuité de l'enseignement. Un enfant français, pourquoi il est redevable à son pays? Parce que le pays lui a donné gratuitement. Il est né gratuitement. Il n'a pas eu de problème. Il est né, l'État lui a permis d'étudier gratuitement. Il est redevable à son État. Nous, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ça. Mais lorsque quelqu'un, il sait qu'il est né dans un hôpital, les parents n'ont pas payé, c'est l'État qui a payé. L'État a payé ses études. L'école primaire, maintenant le président est en train d'aller jusqu'à l'école secondaire. Ça veut dire que l'enfant sera redevable. C'est la seule chose qui nous pose problème. Pourquoi les gens volent? Parce qu'il dit, toute ma vie, j'ai travaillé moi-même.
j'ai payé mes frais, j'ai tout payé. Donc si j'ai la possibilité d'être ministre des Affaires, mais quand quelqu'un sait que ce qu'il est, c'est ce que, enfin, c'est aussi l'État. Donc à ce moment-là, il y a quand même une redevabilité. Il peut être quand même une... C'est ça qui, moi, à mon avis, me pousse à penser que le président de la République peut encore faire mieux. Peut encore faire mieux, pourvu que, là il faut le dire... Au nom de la continuité des affaires de l'État, vous ne pensez pas qu'une autre personne peut également continuer ce que lui a déjà commencé? Je ne pense pas que c'est une autre personne qu'on veut, mais c'est une autre façon de faire. C'est-à-dire avec la même personne. Le changement du système, oui. Ou comment? Il faut changer une autre façon de faire, c'est-à-dire avec de nouvelles personnes. Parce qu'il faut dire que certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils ne produisent plus rien. On ne va pas commencer à citer de noms ici. Mais il y a des gens, en réalité, on a parlé de renouvellement de la classe politique. Ce n'est pas lié à l'âge, mais j'ai dit des gens qui, à mon avis, ne peuvent plus être dans cette, entre guillemets, carrière politique. Parce que finalement, pour certains, c'est une carrière. Le renouvellement de la classe politique. Oui, d'abord, je voudrais aborder donner un complément d'information par rapport à ce qui est... Parce que l'intérêt de la communauté internationale pour la République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, il faut rentrer vers 1885 à la conférence de Berlin. La RDC est une création de la communauté internationale. Lors du partage de l'Afrique, c'est la communauté internationale, à travers la carte que le Staline et les autres ont amené, qui ont dit que cet espace, on va le donner à personne. C'est un espace, oui, mais évidemment, c'est indépendant, mais les origines... Nous sommes un pays souverain. Ah, mais on n'oublie pas l'origine, hein. On n'oublie pas nos origines, parce que pour la communauté internationale, déjà, eux savaient que dans cet espace, il y a de richesses, il y a ça, on ne va pas le donner à quelqu'un, ça sera indépendant, réservé au commerce international. C'est ça la conférence de Berlin. La RDC réservée à la commerce international. Et c'est comme ça que pour le Congo, ça ne se passe pas pour les autres pays, hein. La communauté internationale ne se met pas debout, ne s'ingère pas dans la gestion de tout le pays africain comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo. Justement, que faire ou que doit être justement la position de la RDC pour ne pas subir cette ingérence-là? Mon ami venait de parler du renouvellement de la classe politique. Moi, j'ai toujours réfléchi sur le changement de mentalité. Il faut un nouveau Congolais. C'est ça le vrai problème. Le changement Oui, il faut un nouveau Congolais à créer à partir de l'école primaire. Former un nouveau Congolais qui, dès l'école primaire, on lui enseigne le valeur à respecter. De l'école primaire, de même sa famille, parce qu'avant de venir à l'école primaire, les parents doivent commencer à inculquer aux enfants le valeur à respecter. Et c'est seulement comme ça qu'on aura demain des politiciens nouveaux. Sinon, une dernière question à vous deux. Est-ce qu'aujourd'hui le changement de la classe politique est possible? Pourquoi je pose cette question? Parce que nous savons que plusieurs jeunes sont avec ce vieux-là. Ils sont tout autour de ces vieux-là. Ils essaient un peu de copier ce que ces vieux-là leur enseignent. Je ne sais pas s'il faut le dire, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut. Et quand aujourd'hui également prennent la place de ces vieux-là, est-ce que vous pensez que ce jeune-là, au nom du changement au nom du changement de la classe politique, serait capable d'imposer une nouvelle manière de faire des choses, que de continuer ce qu'il a appris justement de ces vieux-là? David Bouangou. Ah, là c'est un peu difficile. Là également c'est difficile parce que c'est la volonté politique qui va tout changer. Parce qu'on peut avoir de nouveaux députés, de nouveaux ministres, mais s'il n'y a pas une volonté politique de la part de celui qui est le dépositaire de pouvoir, à savoir le chef de l'État, croyez-moi qu'il n'y aura pas grand changement. Donc c'est le chef de l'État qui peut taper
sur la table pour dire que ça, je ne veux plus entendre parler de ça et les choses vont changer. Avec du raccordement politique et consort. C'est ça la difficulté. Voilà, Dieu le veut. Êtes-vous également d'avis des changements? Je pense que c'est pas impossible. C'est d'ailleurs une obligation pour nous que nous ayons des jeunes qui apportent une nouvelle énergie. Ce n'est pas impossible. Seulement, comme je crois que il vient de dire, il faut qu'à la tête, Mobutu le disait, non? Les poissons commencent à pourrir par la tête. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Il est important que le chef, c'est le chef. Nous sommes en Afrique. La démocratie s'adapte au contexte de chaque pays. Le chef doit donner un temps. Laurent Désiré Kabila arrive en 97. Il trouve des gens pendant 32 ans avaient une façon de faire, mais en 6 mois, on a l'impression qu'on a fait 50 ans avec ces messieurs parce qu'on a changé, pense. C'est pas impossible. Le président arrive en 2018, en 2019, là, il entre. On a senti un petit changement. Parce qu'en fait, les gens regardent comme ça. Parce que nous, en fait, tous les systèmes politiques que nous avons, les Congolais, lui, nous sommes dans le présidentialisme. C'est-à-dire, nous pensons que le président a hyper pouvoir. Ça, c'est l'idée, ça, c'est l'esprit du Congolais. Donc, le président peut utiliser ça pour imposer une façon de faire. Et ce n'est pas impossible. On l'a vu après Kabila le père, lorsque Kabila le fils est venu, tous ceux-là qui l'ont accompagné ont travaillé avec Mobutu et consort. La corruption a repris son bonhomme de chemin. On a vu toutes les mauvaises choses, en tout cas, ont pris place et consort. Tshisekedi est venu. Ceux qui ont travaillé avec Kabila ont changé de camp. On a vu que ça continue. Heureusement que l'UGF s'est soulevé et on sent que non, il y a quand même un peu d'accalmie. Oui, on sent. J'ai même apprécié ce que le président a fait. On sent que l'IGF, parce que beaucoup de gens ont l'impression que l'IGF a été créé il y a 5 ans. Non, ça a commencé depuis longtemps. Mais on a senti son travail que cette fois-ci. Je suis avec vous. Non, je suis en train de dire que le président a donné le sens à cette institution. Et puis heureusement qu'à la tête, l'inspecteur Zil fait un travail extraordinaire. Ça veut dire que si le président donne le pouvoir à 2 gens qui sont relativement sérieux, on peut avoir des changements, c'est pas impossible. Malheureusement, chez nous, le problème, c'est tout ce qu'il y a en termes d'influence, quelqu'un qui a le pouvoir, mais qui en réalité n'a pas les moyens de son pouvoir. C'est pas possible. Mais on voit ce que l'IGF est en train de faire. Il dénonce tout le monde. Ce qu'on n'a pas vu il y a longtemps. Donc, pour quelle finalité? Non, en fait, le travail de l'IGF n'est pas d'arrêter. C'est la justice de faire le travail. L'IGF n'est pas le parquet. Voilà, l'IGF n'est pas le parquet. Nous saluons en tout cas le travail que bat l'inspecteur des finances Jules Alinguete Kay. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour votre émission de Crypteco. 3 sujets étaient à la base justement de cette émission. On a parlé de la position de la France qui demande à la RDC de dialoguer, mais également il a demandé aux troupes du Rwanda de rompre tout soutien avec le M23. Il a demandé également, puisqu'il s'agit de la France, elle a demandé également à la RDC de suspendre toute collaboration avec le FDLR. Mes invités ont donné leur voix par rapport à cela. Et puis, on a évoqué également le départ de la force onusienne de la RDC qui se profile, mais celle-ci demande une année de plus pour finaliser un plan de désengagement conjoint de la mission, appelant à ce que la protection des civils reste une priorité. Est-ce que la RDC aujourd'hui est-elle obligée d'accepter cette demande? Vous les avez écoutés et puis on a conclu par la fin de la campagne électorale, plus que quelques jours seulement pour la fin de cette campagne et les élections qui se pointent déjà d'ici le 20, sauf imprévu. Mes invités ont également donné leur voix autour du polémique, autour de candidats qui ne sont pas trop dans le programme, mais surtout dans les polémiques. Vous les avez écoutés. Il s'agissait de David Bouango, qui est juriste, et de l'autre côté, il était, lui c'est Dieu le veut, Katepoula, politologue, à qui je dis merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également de votre point de vue par rapport aux questions. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.